Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en si grand nombre. Je me présente Alexandrine Desourdis, directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je vous souhaite la bienvenue pour ce 7e épisode de notre nouvelle série webinaire Convergence. À titre de rappel, Convergence est une initiative portée par la Chambre et BMO avec l'appui de près de 20 partenaires, dont le gouvernement du Québec. Convergence vise à appuyer les entreprises dans leur transition durable à travers plusieurs outils et ressources. Nous consultons régulièrement les membres de notre communauté d'affaires sur les besoins, les priorités pour réussir le virage vert et l'intégration de pratiques d'affaires durables. On constate que les gens d'affaires sont très sensibles à l'impact de leurs organisations sur l'environnement, mais seulement malheureusement la moitié d'entre elles ont pu amorcer la transition, faute de ressources et de connaissances pour prioriser les actions. Et c'est encore plus critique chez nos PME. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a démarré cette série de webinaires qui réunit des experts et des entrepreneurs pour partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L'avantage d'être avec nous en direct ce matin, c'est que vous aurez l'occasion de poser vos questions directement à notre invité dans l'espace Q&A qui apparaît au bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à intégrer vos questions dans cet espace. Merci encore d'être si nombreux avec nous ce matin. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre invité du jour. Il s'agit d'Hélène Gervais, conseillère en environnement chez Recyc Québec. Bonjour Hélène, merci de te joindre à nous. Sa Bonjour. présentation d'aujourd'hui répond d'ailleurs à une de nos questions que les entreprises nous ont communiquées. Et il s'agit en fait comment est-ce que l'économie circulaire peut aider à réaliser la transition verte de notre entreprise. Donc, Hélène va démystifier le concept d'économie circulaire et différentes stratégies. Comment est-ce qu'on met en œuvre cette économie circulaire? Et elle va donner des exemples concrets également d'entreprises qui ont intégré des bonnes pratiques dans leur modèle d'affaires. Elle va également vous présenter des ressources, des programmes qui pourraient inciter votre passage à l'action. Et maintenant, Hélène, je vais te céder la parole. On se retrouve tout de suite après ta présentation pour la période de questions. Bon webinaire à tous. Merci. Merci beaucoup, Alexandrine. Donc, je vais partager mon écran. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Merci d'abord à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'invitation. Merci à vous d'être présents ce matin pour en apprendre plus sur l'économie circulaire comme levier de votre transition verte. Donc, je travaille chez Recyc Québec là, depuis 2006 et je m'occupe principalement des dossiers liés à l'économie circulaire. Donc, au menu ce matin, on va regarder ensemble c'est quoi l'économie circulaire, quelles sont les différentes stratégies de circularité, puis pour rendre ça concret, je vais vous apporter plusieurs exemples à l'appui. Ensuite de ça, on va regarder quelle est la démarche typique d'implantation dans une entreprise. Comment on fait ça, l'économie circulaire dans notre entreprise? Puis, je vais terminer avec quelques incitatifs et des ressources pour passer à l'action pour vous aider dans cette transition-là. Donc, d'abord, économie circulaire 101, ce matin, on se lance. Donc, avant de parler d'économie circulaire, il faut parler d'économie linéaire. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, c'est le modèle économique dans lequel on se trouve depuis environ la révolution industrielle. Ce modèle économique est basé vraiment sur du gaspillage, de la pollution et des déchets. Il y a une surconsommation des ressources en amont, comme vous voyez à gauche, du gaspillage de la pollution et des déchets en aval, puis on a aussi des rejets à chacune de ces étapes-là qui sont représentées par les flèches que vous voyez qui vont vers la Terre. Donc, on est dans une logique extraire, produire, consommer, jeter, un peu comme si les ressources de la Terre étaient illimitées, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Il y a des fois aussi des enjeux d'approvisionnement. Il faut mieux optimiser, revoir nos modes de production et de consommation pour moins extraire en amont, moins jeter en aval, puis réduire les rejets à chacune des étapes. Et c'est là qu'entre en jeu l'économie circulaire. Ici, vous avez le schéma qu'on utilise au Québec pour l'illustrer. Donc, l'économie circulaire vise deux grands objectifs. Le premier, c'est vraiment de repenser nos modes de production et de consommation pour réduire notre consommation de ressources, mais aussi préserver les écosystèmes qui génèrent ces ressources-là, qui nous sont utiles. En dessous, vous avez des stratégies de circularité. Inquiétez-vous pas, on va les voir en détail plus loin, plus tard dans la présentation. Donc, ici, c'est un peu comme ce grand objectif-là, c'est un peu comme la réduction à la source. Donc, on réduit notre consommation. Quand on a réduit tout ce qu'on pouvait, on cherche à optimiser les ressources qui sont déjà en circulation dans notre société
Il y a 3 sous-objectifs pour y arriver. D'abord, c'est d'utiliser les produits plus fréquemment. On parle aussi d'intensifier l'usage. Il y a plusieurs produits qui ne sont pas utilisés à leur pleine capacité, donc il y a de l'optimisation qu'on peut aller chercher là. Une fois qu'on a fait ça, on veut prolonger la durée de vie des produits et des composants par différentes stratégies comme la réparation, là, qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Une fois qu'on a prolongé la durée de vie, c'est là qu'on va donner une nouvelle vie aux ressources. On peut les transformer, comme par exemple avec le recyclage. Donc, en gros, c'est ça l'économie circulaire. Il y a d'autres stratégies de circularité qu'on va voir juste après. Puis comme vous voyez, il y a des systèmes de boucles. Puis il n'y a plus de rejet dans une économie 100% circulaire, on n'aurait plus de rejet. Bien sûr, on n'en est pas encore là, mais c'est pour ça qu'on parle d'une transition. De façon générale, plus la boucle est petite, comme par exemple utiliser les produits plus fréquemment, on voit que c'est plus petit, meilleur c'est en général pour l'environnement parce qu'on transforme moins la ressource, on utilise moins d'énergie. Donc, en gros, c'est ça l'économie circulaire. Maintenant, on va décortiquer chacune des stratégies. On va y aller bloc par bloc. D'abord, le grand objectif, repenser pour réduire la consommation de ressources et préserver les écosystèmes qui les génèrent. Première stratégie, l'éco-conception. Donc, l'idée ici, c'est de tenir compte des impacts environnementaux dès la conception des produits ou des services pour minimiser ces impacts-là durant tout le cycle de vie du produit. Qu'est-ce que ça veut dire dans une économie circulaire? Bien, on va utiliser moins de ressources. On va éviter les produits toxiques. On peut y aller vers des produits qui soient durables, réparables, modulables, qui intègrent du contenu recyclé, qui soient recyclables également. Donc, plein de choses qui vont rendre possible après d'autres stratégies que je vais vous présenter aussi par la suite. Un exemple, une entreprise située à Montréal qui s'appelle Atelier B. Donc, vous voyez les deux cofondatrices là, à l'écran. Donc, elles ont misé vraiment sur la fabrication de vêtements qui sont durables, minimalistes, donc qui vont traverser aussi les modes qui sont composés de fibres naturelles. Puis, ce qui est intéressant aussi avec les retailles de tissus, elles ont fabriqué des petits accessoires là, que vous voyez sur l'image. Elles offrent même un service de réparation à leurs clients et elles récupèrent aussi des vêtements en fin d'utilisation. Donc, elles ont vraiment intégré l'économie circulaire de l'affaire. Autre stratégie, c'est la consommation et l'approvisionnement responsable. En gros, c'est de tenir compte du développement durable, aussi des aspects sociaux quand on achète des produits, des biens, des services. Quand on parle de consommation responsable, on fait plus référence aux consommateurs. Quand on parle d'approvisionnement responsable, on fait plus référence aux organisations là, privées ou publiques. Donc, ça peut être vraiment intéressant de regarder ça dans votre entreprise, de commencer à regarder, d'intégrer des critères d'approvisionnement responsable. On peut penser, par exemple, à privilégier des fournisseurs qui sont locaux, utiliser des produits qui sont moins énergivores, peu emballés, qui sont durables, réparables, etc. Donc, éco-conçus. Des biens et services qui respectent les droits humains. Il peut y avoir une longue liste de critères comme ça, mais de commencer à réfléchir à ces aspects-là, ça peut être vraiment un bon point de départ. Ensuite de ça, dernière stratégie dans le grand objectif de repenser, c'est l'optimisation des opérations. Donc, l'idée ici, c'est d'améliorer les processus de l'organisation pour réduire la consommation, que ce soit des matières, de l'énergie, de l'eau, mais aussi diminuer les rejets. Donc, d'être plus efficient, efficace dans nos procédés. Un exemple, une jeune entreprise qui s'appelle EcoTime, qui, eux, ont créé des unités qui permettent de récupérer les eaux de pluie, mais également les eaux grises, pour les diriger ensuite vers des applications qui n'ont pas besoin d'eau potable. On peut penser aux toilettes, à l'arrosage ou au lavage. Donc, pour le client, mais ça permet vraiment d'économiser l'eau, mais on voit aussi que ça pourrait augmenter la valeur du bâtiment. Donc, il y a quelques institutions là, et autres organisations qui ont acquis ces équipements-là pour la récupération des eaux. Donc, l'eau est une ressource précieuse, puis c'est une façon de l'optimiser. Donc là, on a terminé le bloc qui était à gauche du schéma repensé. Maintenant, je vous emmène vers les objectifs visant à optimiser les ressources qui sont déjà en circuit dans nos sociétés. Première chose qu'on veut faire, utiliser les produits plus fréquemment.
il y a plusieurs produits qui ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. Pensons notamment aux voitures qui sont stationnées environ 95 du temps. Donc, on peut vraiment optimiser l'utilisation de ces voitures-là qui ont un impact environnemental. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, il y a deux stratégies dans cet objectif-là. La première, c'est l'économie collaborative. Des fois, vous allez peut-être entendre parler d'économie de partage. C'est sensiblement la même chose, là, à quelques nuances près. Donc, l'idée ici, c'est de, plutôt qu'être propriétaire de tous les biens, ça nous amène à revoir notre idée de possession, puis on peut y aller plus sur un partage entre plusieurs usagers. Donc, on peut se partager des livres, des voitures, des vélos, des espaces. C'est infini les possibilités. Donc, on est vraiment ici dans... On n'a pas vraiment besoin d'être propriétaire, surtout pour des produits qu'on utilise très peu souvent. On peut plutôt miser sur le partage. Un exemple, une entreprise assez jeune qui s'appelle Partage Club, qui a créé une application qui permet à des gens, des voisins, de s'échanger des biens entre eux. Donc, ça fonctionne sous la forme d'un abonnement annuel, puis on peut prêter ou emprunter autant de fois qu'on veut. Puis il y a un système de badge aussi pour évaluer notre satisfaction. Donc, ça marche vraiment sur la confiance. Il n'y a pas de transaction monétaire là, qui s'effectue. C'est vraiment le partage tout court. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, l'autre stratégie, vous êtes sûrement très familier avec la location. Ici, on parle de court terme parce qu'on veut vraiment intensifier l'usage, mais la location, on la connaît dans l'automobile, dans le logement, etc. Donc, c'est d'utiliser un bien contre une rémunération. Mais on la voit de plus en plus dans d'autres secteurs, comme par exemple les vêtements. Ici, j'ai un exemple avec une entreprise qui s'appelle Loue une robe. Donc, par exemple, pour les robes de soirée, les robes de mariée, les tuxedos qu'on ne porte pas tous les jours, ben, on peut penser à louer. Puis c'est ce que l'entreprise offre plutôt que d'acheter. Donc, la location permet vraiment de faire des économies pour les clients parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un vêtement neuf. Puis, du même coup, ça réduit l'impact environnemental parce que ces vêtements-là vont être portés par plusieurs personnes. Donc, on a réduit, on a intensifié l'usage. Maintenant, on va regarder les stratégies visant à prolonger la durée de vie des produits ou de leurs composants. Première stratégie, l'entretien et la réparation. Donc, en gros, par cette stratégie-là, on veut maintenir en bon état un objet pour prolonger sa durée de vie. Un exemple, il y a la coop Roue libre sur le campus de l'Université Laval. Donc, il offre à la communauté universitaire dans un petit local de faire l'entretien et la réparation des vélos. Il y a des techniciens qui sont là pour les accompagner. Donc, il y a un service de mécanique en libre service et il y a même de la formation qui est donnée pour réparer et entretenir son vélo. Il offre aussi des pièces usagées ou neuves pour permettre ces réparations. Puis, il y a même aussi du reconditionnement de vélos, des vélos qui sont vendus à prix moindre pour les étudiants. Donc, vraiment, un beau projet de réparation. Puis, il y en a plein d'autres, je suis certaine. Autre stratégie dans le prolongement de la durée de vie, c'est le don et la revente. On pourrait aussi appeler ça le réemploi. Donc, c'est de remettre en circulation des biens usagés pour les donner ou les vendre à une tierce partie. On peut penser, par exemple, à Kijiji, les ressourceries, les marketplaces. Tout ça fait partie de cette stratégie-là. Je vous emmène un exemple un peu différent. C'est celui de Brick Recyc, qui est propulsé par Maçonnerie Graton. Donc, ils ont inventé, dans le fond, une machine qui permet de réutiliser la brique à même le chantier. Donc, la machine que vous voyez à l'écran permet de retirer le mortier puis de remettre la même brique sur le mur. Donc, on évite le transport, les gaz à effet de serre, puis on donne une deuxième vie à cette brique-là plutôt que de l'envoyer au site d'enfouissement. Donc, c'est vraiment intéressant. Cette machine-là commence à s'exporter même à l'international. Puis, ils ont même fait une petite bande dessinée là, pour rendre compte des bénéfices environnementaux en termes de réduction des gaz à effet de serre de cette technologie. Donc là, on est vraiment dans le réemploi, la réutilisation, etc. Autre stratégie, le reconditionnement. L'idée ici, c'est de remettre à neuf un objet dans le but de le revendre, souvent avec une garantie à peu près équivalente à un produit neuf. Donc, on va prendre le produit, on va
le nettoyer, inspecter les différentes pièces, peut-être en remplacer certaines, remettre au goût du jour. On peut remettre peut-être des technologies plus récentes pour que le produit puisse avoir une deuxième vie. Un exemple, il y a l'entreprise Piscine et Spa Poséidon qui est située à Longueuil, qui vend des spas neufs, mais a ajouté dans ses activités le reconditionnement de spas. Donc, ils récupèrent des spas usagés qui vont reconditionner, donc ils vont changer quelques pièces, remettre des nouvelles technologies. Puis ces spas-là reconditionnés vont être vendus vraiment à prix moindre qu'un spa neuf. Fait que c'est intéressant aussi pour les clients. Puis, fait intéressant, en diversifiant comme ça leurs activités, ça leur a permis de garder leur main-d'œuvre à l'année parce qu'on sait que les spas, souvent, ben, des fois, il y avait une saison un petit peu plus forte. Donc, eux, ça leur a permis de garder la main-d'œuvre toute l'année. Donc, c'est vraiment intéressant. Dernière stratégie dans le prolongement de la durée de vie, c'est l'économie de fonctionnalité. Stratégie vraiment, vraiment intéressante. Dans le fond, l'idée, c'est qu'une entreprise revoie son modèle d'affaires. Au lieu de vendre un grand volume de produits, elle va plutôt privilégier la vente de l'usage de ce produit-là au lieu de vendre le produit lui-même. Donc, on parle de vendre un service, de vendre l'usage du produit. C'est pour ça qu'on parle de performance d'usage souvent. Donc, il y a une relation qui se crée avec le client. Le client va payer selon l'utilisation sous forme d'un contrat. Donc, on voit, pendant longtemps, on parlait d'exemples internationaux comme Xerox qui vend des photocopies au lieu de vendre des photocopieurs, Michelin qui vend des kilomètres parcourus au lieu de vendre des pneus, Philips qui vend des lumens au lieu de vendre des lampadaires, des luminaires. Mais maintenant, on a aussi des exemples au Québec. Il y a une cohorte d'entreprises qui ont été accompagnées pour intégrer ce modèle d'affaires de l'économie de fonctionnalité. Et je vous en présente une. Donc, Intellinox Technologies qui est située à Québec. Donc, eux, ce qu'ils font, en fait, c'est ils ont une technologie pour la ventilation des cuisines commerciales, comme par exemple les restaurants. Et normalement, ils vendaient cette technologie-là, mais ils ont changé leur modèle d'affaires. Puis maintenant, au lieu de vendre l'équipement, le client, le restaurateur, par exemple, va avoir un paiement mensuel pour l'entretien et le service. Donc, Intellinox reste propriétaire de l'équipement et lui, il veille à ce qu'il fonctionne bien, l'entretien, la réparation, la récupération, peut-être en fin d'utilisation. Et ça permet vraiment une efficacité énergétique aussi, un meilleur confort pour ses clients. C'est une relation gagnant-gagnant. Mario Rousseau, que vous voyez à l'écran, le directeur, disait ben, le restaurateur, lui, il sait faire de la pizza. Moi, je sais comment leur faire réduire leur facture d'électricité. Puis, donc, c'est vraiment une relation de confiance, une relation gagnant-gagnant qui s'établit entre l'entreprise et ses clients. Donc, voilà pour le bloc prolonger la durée de vie des produits. Je vous emmène vers le dernier bloc des stratégies d'économie circulaire qui sont de donner une nouvelle vie aux ressources. Première stratégie dans ce bloc-là, c'est l'écologie industrielle. C'est souvent la première chose que les gens associent quand ils pensent à l'économie circulaire. L'idée, quand on parle d'écologie industrielle, c'est que dans la nature, hein, tout s'échange, puis il n'y a pas vraiment de rejet. Les poubelles, les rejets, c'est souvent, c'est plutôt une invention humaine. Donc, on va chercher à reproduire ça un peu, mais à l'échelle, par exemple, d'un parc industriel ou d'un territoire où on va mettre en réseau des entreprises pour qu'elles s'échangent, que ce soit des matières, de l'eau, de l'énergie. Donc, ces échanges-là, on va les appeler des synergies. Puis l'ensemble du réseau, on va l'appeler une symbiose. Des fois, vous avez peut-être entendu parler de symbiose, symbiose industrielle, symbiose territoriale. Bien, c'est dans le grand chapeau de l'écologie industrielle. En d'autres mots, on pourrait dire que les rejets d'une entreprise deviennent les matières premières d'une autre. Et il y a une panoplie d'exemples au Québec. Il y a à peu près 23, je crois qu'il y a 23 symbioses à l'échelle du Québec. Il y en a une aussi à Montréal. Puis, je vous présente un exemple là, de synergie entre entreprises. Vous avez l'entreprise Trois Brasseurs, la brasserie. Donc, quand ils brassent la bière, il y a un résidu de la céréale, en fait, qui s'appelle la drèche, que vous voyez là, dans la pelle de la personne là, en haut de l'écran. Donc, cette brèche-là, avant, était enfouie, mais maintenant, il y a de plus en plus de synergies qui s'opèrent. Donc, entre autres, cette brèche-là est envoyée à l'entreprise Stillgood
Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont transformer la drèche en farine pour fabriquer des biscuits que vous voyez, qui ont l'air vraiment délicieux. Et si la granulométrie de la farine est trop fine, bien, cette farine-là va être envoyée chez l'entreprise Tricycle à Montréal, puis eux font de l'élevage d'insectes. Donc, les insectes raffolent de cette farine-là, mais les insectes aussi ont des sécrétions, des excréments, pardon. Donc, ils vont être envoyés en agriculture urbaine comme amendement organique là, pour nourrir les sols. Donc, vous voyez, il y a comme plusieurs synergies ici qui s'opèrent. C'est un exemple parmi d'autres. Il y en a partout au Québec, des synergies comme celle-là. Autre stratégie, le recyclage et le compostage. Vous êtes probablement plus familier avec ça. Donc, le recyclage, dans le fond, c'est d'utiliser une matière récupérée pour remplacer une matière vierge, neuve, dans un procédé, donc dans une fabrication d'un produit. Puis le compostage, mais c'est de biodégrader les matières organiques avec des micro-organismes là, en présence d'oxygène. Je vous emmène un exemple de recyclage. L'entreprise d'économie sociale Bois Public, qui, eux, recyclent le bois des arbres qui ont été abattus pour le transformer en mobilier extérieur. Vous avez un exemple à l'écran. On sait qu'avec la grille du frein, entre autres, il y a beaucoup d'arbres qui ont dû être coupés. Donc, ça leur permet de redonner à la communauté ces arbres-là, mais sous forme de mobilier urbain. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font appel aux ateliers d'Antoine, qui est un organisme de réinsertion des jeunes, et ils vont former ces jeunes-là au métier de l'ébénisterie. Donc, ils vont apprendre comment faire ce mobilier-là, puis ça va vraiment leur donner une belle formation. Donc, l'organisme dit, puis je trouve ça beau, dans le fond, ils valorisent les arts, mais ils valorisent aussi des humains. Ça crée vraiment un sentiment de fierté. Donc, l'économie sociale joue quand même un rôle important dans l'économie circulaire. Dernière stratégie, la valorisation. Donc, c'est la dernière chose à envisager dans une optique d'économie circulaire. En gros, c'est de faire de l'énergie ou des produits utiles à partir de matières résiduelles. Étant donné que les critères sont encore à définir, je ne vous ai pas emmené d'exemple comme tel aujourd'hui pour cette stratégie-là. Donc, ça fait le tour pour Économie circulaire 101. Il me reste une dizaine de minutes pour vous présenter les deux autres points. D'abord, vous vous demandez peut-être comment, comment j'implante ça dans mon entreprise, par où je commence. Je vous présente ici 6 étapes typiques. Probablement que vous les avez déjà utilisées pour d'autres projets ou dans d'autres contextes. Donc, ce ne sera rien de nouveau, mais on va essayer de l'adapter au contexte de l'économie circulaire. Donc, je vous les présente ici. Puis, c'est très possible de faire des allers-retours d'une étape à l'autre. Ce n'est pas linéaire tout ça. Donc, la première étape, c'est de regarder, de faire un diagnostic de notre situation actuelle, de se demander peut-être où sont nos pertes? Est-ce qu'on a du gaspillage? Quelles sont les ressources peut-être qu'on gaspille le plus dans notre entreprise? Est-ce qu'il y a des ressources qui ne sont pas suffisamment optimisées, qu'on pourrait utiliser de façon plus optimale? Est-ce qu'il y a des risques du fait d'être en mode linéaire? Moi, je pense qu'il faut s'y intéresser, de faire partie de la solution plutôt que d'avoir à subir le changement plus tard. Je pense que déjà, le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est un bon début. Est-ce qu'on en fait déjà, mais on n'appelait pas ça de l'économie circulaire? Peut-être qu'on a déjà des bonnes pratiques, puis on ne le savait pas. Puis, c'est quoi notre ambition? Où on veut aller? C'est quoi notre vision de l'économie circulaire? Ensuite de ça, mais on peut évaluer c'est quoi nos opportunités euh, liées à l'économie circulaire. Donc, on s'informe sur ce que c'est. On peut regarder ce que font nos concurrents. On peut consulter nos parties prenantes, que ce soit à l'externe ou à l'interne, avoir leurs avis, leurs idées. Euh, Puis on peut regarder, bon, quelle stratégie de circularité on peut implanter. Puis on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain, hein. On peut y aller avec un petit projet, un des produits, un des services, un département de notre entreprise peut-être. Donc, d'y aller une bouchée à la fois, de tester des choses, puis d'avoir des quick wins en bon français, là, comme on dit. Une fois qu'on a évalué nos opportunités, on va prioriser, puis tout ça va faire l'objet d'un plan d'action, là. Ça n'a pas besoin non plus d'être
très élaboré dépendamment de l'échelle de votre entreprise, mais on se fait un petit plan de match. On définit le qui, le quoi, le comment. Avec quel budget, qui va travailler là-dessus, qu'est-ce qu'on veut mettre en place exactement. Une fois qu'on a notre plan d'action, on peut aussi faire des tests, des projets pilotes. Ça permet de voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, ajuster le tout. Ça peut aussi permettre d'aller chercher de l'argent auprès des bailleurs de fonds pour montrer, regardez, on l'a testé, ça fonctionne, on aimerait ça maintenant passer à la mise à l'échelle, on a besoin de financement. Donc, ça peut servir à ça aussi. Une fois qu'on a démontrer la plus-value, on va vers l'implantation à plus grande échelle. Donc, c'est là qu'on mobilise notre équipe. Puis, toujours bon ensuite de faire le suivi, de se mesurer avec quelques indicateurs, mais aussi de diffuser nos bons coups pour motiver notre monde, présenter le tout à nos actionnaires, faire valoir ce qu'on fait aussi auprès de nos clients et toujours être dans un processus d'amélioration continue. En gros, c'est les étapes typiques là, d'implantation de l'économie circulaire. Puis, l'économie circulaire a énormément de bénéfices. Je n'avais pas assez d'espace pour toutes les mettre. Donc, d'abord, ben, ça permet de sécuriser les approvisionnements. Il y a certains pays qui ont des ressources, donc des poignées de pays, puis il y a toujours quand même pour certaines ressources des risques d'approvisionnement. Donc, d'y aller vers l'approvisionnement local, vers des synergies, tout ça, ça permet de s'affranchir un peu de la volatilité du cours du prix des matières premières. Ça permet du même coup une plus grande résilience. On l'a vu pendant la pandémie, les entreprises qui étaient dans l'économie circulaire s'en sont généralement mieux sorties que d'autres, connaissaient plus leur écosystème d'entreprise aussi en région. Donc, elles sont allées chercher des alliés aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut permettre évidemment de faire des économies. Pensons à moins de déchets à envoyer à l'enfouissement ou moins de matière à acheter pour si on optimise notre procédé, par exemple. Ça peut permettre des nouvelles sources de profit, une diversification des activités. On l'a vu entre autres avec Spa Poséidon. Ça leur a permis d'avoir des nouveaux revenus avec le reconditionnement des spas, mais aussi de diversifier leurs activités, a permis de garder la main-d'œuvre. Ça nous permet de se différencier, d'avoir un avantage compétitif. La clientèle est de plus en plus sensible à encourager des entreprises qui vont vers l'économie circulaire ou l'environnement. Une fidélisation de la clientèle aussi, entre autres avec l'économie de fonctionnalité où on a une relation plus proche avec nos clients. Donc, ça permet à la clientèle d'être plus fidèle à nous. Et du même coup aussi, ça permet d'avoir une meilleure maîtrise du cycle de vie du produit. Si vous allez vers des services de réparation après-vente, des choses comme ça, bien, vous savez mieux quelle pièce brise, comment on peut améliorer notre produit. Vous êtes mieux à même de connaître les éléments à améliorer. Ça permet aussi d'offrir une meilleure image environnementale de notre entreprise, de maintenir ou de créer des emplois. C'est plus motivant pour des employés de travailler pour une entreprise qui est audacieuse, qui se lance dans ce type d'aventure-là de l'économie circulaire. C'est un outil de mobilisation autant à l'interne qu'à l'externe, puis ça crée un sentiment de fierté, d'appartenance. Et je m'arrête ici parce que c'est ça, il n'y avait plus de place, mais euh, vous allez les vivre si vous mettez de l'avant des stratégies d'économie circulaire. Probablement que vous allez pouvoir avoir d'autres bénéfices qui ne sont pas présentés ici. Donc, en espérant vous avoir, en tout cas, intéressé, convaincu peut-être à passer à l'action, mais tout ça ne se fait pas tout seul, il faut bien s'entourer. Puis, il y a différentes ressources, mais aussi des incitatifs qui peuvent vous aider à mettre en place l'économie circulaire. Je vais vous les présenter assez rapidement parce que je tiens à vous dire, la plupart de ces ressources-là vont être disponibles dans la boîte à outils du site web de Convergence de la CCMM. Donc, ils vont être rendus disponibles là, si vous voulez approfondir certains outils que je vais vous présenter dans les 5 prochaines minutes. Donc, au niveau incitatif, vous avez peut-être vu passer ça dernièrement dans les nouvelles, mais à gauche, là, le gouvernement provincial a adopté une feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028. Donc, ça a été annoncé par le ministre Charette en avril dernier. Donc, c'est une feuille de route qui vise tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec qui devront
accélérer le déploiement de l'économie circulaire au Québec d'ici mars 2028. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont priorisés. Ça va très probablement percoler dans le milieu des entreprises. Donc, soyez préparés à ça. Le gouvernement provincial se lance dans cette aventure-là de l'économie circulaire et il y a déjà plusieurs ministères et organismes là, qui travaillent sur ce sujet-là, mais on le voit aussi à l'échelle municipale. Donc, Montréal a adopté en mai dernier, donc c'est tout récent, la feuille de route montréalaise en économie circulaire 2024-2030. Donc, encore là, dans cette feuille de route-là, il y a des mesures qui visent les entreprises. Donc, je vous invite à aller regarder ça de plus près parce que ça va vous permettre peut-être d'avoir des ressources aussi pour vous accompagner, mais il faut se préparer à faire ce virage-là également pour contribuer à ces feuilles de route. Il y a également des reconnaissances, des normes pour reconnaître les efforts des entreprises qui font de l'économie circulaire. Entre autres, il y a le programme de reconnaissance Ici, on recycle plus, qui est coordonné par Recycle Québec, là, qui existe depuis plusieurs années. Donc, si vous voulez vous améliorer votre gestion des matières résiduelles, puis faire reconnaître vos efforts en gestion des matières résiduelles. Je vous invite vraiment à aller voir ce programme-là. Il y a des outils aussi pour vous aider. Il y a différents niveaux de reconnaissance selon votre performance et ça permet d'avoir une belle visibilité à ce niveau-là. Il y a également à chaque année, depuis environ 4-5 ans, les prix Initiative circulaire. Soyez à l'affût, il y a un prochain appel à initiative qui va être lancé au courant des prochaines semaines et il y a un jury qui va évaluer le tout, puis les entreprises qui sont reconnues là, vont avoir de la visibilité intéressante. Il y a également, depuis mai dernier, 3 normes ISO en économie circulaire qui ont été publiées. Donc, ça a été un grand travail avec plusieurs pays impliqués. C'est coordonné par l'AFNOR en France. Donc, il y a une norme plus sur les principes, les définitions, une sur les modèles d'affaires, comment on implante ça en entreprise, puis la troisième, c'est plus sur comment on mesure l'économie circulaire, quels sont les indicateurs notamment. Donc, voilà pour connaissances énormes. Il existe également des programmes d'aide financière. Je ne vous les présente pas tous, mais quelques-uns. Donc, on a d'abord le Fonds économie circulaire qui est issu d'un partenariat entre Fonds d'action, la Ville de Montréal et Recyc Québec, qui est un fonds de 33 millions pour des entreprises en démarrage et post-démarrage de partout au Québec qui intègrent l'économie circulaire. Du côté, donc, c'est un fonds de, je l'ai peut-être dit, 33 millions de dollars dont 3 millions de dollars en subvention de Recyc Québec pour venir bonifier les enveloppes. Donc, Recyc Québec verse entre 100 000 et 300 000 dollars dans les projets. Il y a également le Fonds Moins C+, qui est un partenariat entre La Ruche et Recyc Québec. On est ici dans du financement participatif. Donc, on peut, par une subvention de Recyc Québec, venir doubler l'objectif de la campagne de sociofinancement. Il y a également le Fonds Éco-Leader qui est reparti, là, qui avait eu une première ronde et qui a été annoncé dernièrement. Là, donc, 5 millions de dollars qui sont rendus disponibles jusqu'en mars 2025. Donc, ça vient vite. Et c'est coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable. C'est un fonds qui a été mis en place par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ensuite de ça, il y a également Compétiver, qui est sous forme de prêt. C'est un programme d'investissement Québec et c'est pour des technologies propres et des pratiques éco-responsables. Il y a également pour vous accompagner l'organisme Synergie Montréal, qui est propulsé par PME Montréal Est de l'île, avec une équipe qui peut vraiment vous aider pour mettre en place l'économie circulaire. Ils connaissent ça et ils accompagnent des entreprises. Vous pouvez également être membre pour réseauter avec d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment intéressant si vous voulez aller chercher du soutien. Puis, il y a toutes sortes d'outils, je vais y aller rapidement. Donc, on a, par exemple, Recyc Québec diffusé le guide Déchets zéro au boulot. Si vous voulez savoir comment implanter ou améliorer votre gestion des matières résiduelles, allez voir ça. C'est expliqué étape par étape. Il y a plusieurs trucs utiles. On a également un guide, puis plusieurs outils qui s'en viennent pour le secteur de l'hébergement touristique, comment intégrer l'économie circulaire dans ce secteur-là. Il y a également un guide pour faire une analyse des coûts des flux de matière. Donc, de regarder pas juste les coûts, par exemple, d'enfouissement, mais aussi les coûts cachés. Donc, ça permet de faire une meilleure analyse économique de nos rejets.
On a aussi le vocabulaire de l'économie circulaire qui est une initiative de l'Office québécois de la langue française. Donc, il y a 120 concepts qui sont définis si vous voulez devenir des experts en économie circulaire. Puis, il y a également le CERIEC qui a mis en place un écosystème de laboratoire d'accélération en économie circulaire, un peu sur le concept des Living Labs. Et il y a celui sur la construction qui s'est terminé dernièrement. 19 projets qui ont été réalisés, 300 personnes et plus qui ont été impliquées. Et là, ils sont dans la diffusion des projets. Donc, vous pouvez aussi aller explorer ça si le domaine de la construction vous intéresse. Il y a beaucoup d'autres outils, je vous rassure. Je ne pouvais pas tous vous les présenter aujourd'hui, mais c'est pour vous mettre en appétit. Si vous voulez en savoir plus, on a une page web sur notre site Internet sur l'économie circulaire. Il y a également la plateforme québeccirculaire.org qui est vraiment un lieu de référence incontournable si vous voulez avoir une cartographie des initiatives au Québec, des actualités, savoir ce qui se passe. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Et il y a aussi une section réservée pour Montréal. Donc, ça s'appelle Montréal circulaire que vous allez retrouver sur cette plateforme-là. Et je vous donne rendez-vous les 15 et 16 avril. Il y aura le Sommet canadien de l'économie circulaire qui va se passer à Montréal, donc au Fairmont Lorraine-Élisabeth, si vous voulez rencontrer les entreprises actives ou intéressées par le sujet. Donc, je m'arrête ici, puis je vais rester disponible pour vos questions. Merci. Merci énormément, Hélène, pour cette belle présentation. C'est tellement imagé. Tu nous as donné plein de belles ressources, puis également, tu as mis de l'avant plusieurs bénéfices aussi pour les entreprises de passer vers des modèles de circularité, des économies, des nouveaux marchés à conquérir, puis aussi une image d'entreprise qui peut être aussi voyons, agrandie avec des belles pratiques comme ça. Maintenant, on va passer à la période de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans la boîte Q&A qui apparaît au bas de l'écran. N'hésitez surtout pas, on va prendre vos questions avec grand plaisir. Mais Hélène, j'aimerais déjà te lancer une première question. En fait, te donner des exemples très concrets de plusieurs entreprises qui ont des modèles qui ont été des modèles d'affaires éco-responsables. Elles ont été démarrer ainsi avec un modèle d'affaires, on peut dire qu'elles sont born green là, en mauvais français. Mais on sait que présentement, à l'écoute, on a plusieurs entreprises qui ne sont pas des modèles, qui sont des modèles peut-être plus traditionnels. Comment on peut intégrer, tu sais, l'économie circulaire quand on part justement d'un modèle qui est bien établi puis qui n'a pas déjà ça dans son ADN de départ? Oui, c'est une excellente question. Puis, il y a aussi des entreprises qui fonctionnaient, qui existaient depuis longtemps, puis qui ont revu certaines parties de leur modèle d'affaires. Donc, comme j'expliquais un peu dans la démarche d'implantation, on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. On peut y aller par des petites étapes, de voir un peu quelle stratégie on pourrait intégrer, mais on n'est pas obligé nécessairement du jour au lendemain de tout revoir notre modèle d'affaires. Tu sais, je pensais, par exemple, à l'approvisionnement responsable. On pourrait commencer à s'intéresser, c'est quoi nos approvisionnements? C'est qui nos fournisseurs? Est-ce qu'ils ont des bonnes pratiques environnementales? Est-ce qu'il y aurait l'équivalent peut-être plus proche, plus local? Est-ce que les produits qu'on achète ont un impact environnemental important? Est-ce qu'on pourrait réévaluer ça? Donc, peut-être de voir déjà au niveau des approvisionnements, faire une petite analyse. Est-ce qu'il y a des produits ou des services qu'on pourrait peut-être pour lesquels on pourrait intégrer quelques critères de circularité. Ça, c'est peut-être une première façon de l'aborder où on peut regarder notre gestion des matières résiduelles. Est-ce qu'il y a des matières, des rejets pour lesquels on pourrait trouver des débouchés? Peut-être appeler Synergie Montréal, leur dire hey, j'ai beaucoup de ce type de rejet-là. Connaissez-vous des entreprises qui seraient intéressées peut-être à les reprendre? Puis c'est à force d'essayer peut-être des petites choses comme ça qu'on va voir, mais si ça fonctionne bien, qu'on va peut-être vouloir aller passer à une autre étape. Mhm. Mais je comprends, tu sais, peut-être le sentiment d'insécurité de dire hey, il faudrait tout changer. Non, pas nécessairement. Je pense qu'allez-y étape par étape. Ça permet aussi de monter en compétences. Ça permet aux équipes de tester des choses. Puis il y a de l'accompagnement qui est offert. Il y a du financement aussi là, qui s'en va de plus en plus vers ça. Euh,
Donc, ça serait ma réponse à ta Merci, c'est question. c'est une très bonne réponse. Je pense qu'effectivement, comme tu l'évoques, ça peut être une démarche qui est graduelle, qui est progressive. Ouais. Puis, tu as parlé de 6 étapes tout à l'heure là, pour réfléchir à tout ça. Donc, dans l'étape du diagnostic, ce serait peut-être d'évaluer justement certaines composantes dans l'entreprise qui sont plus propices pour démarrer quelque chose, peut-être pour tester. Tu as même parlé de prototype. Donc, donc, c'est bien aussi que tu évoques qu'il y a plusieurs joueurs qui sont là pour peut-être donner des idées. Tantôt, tu évoquais Still Good, comment eux, ils sont venus répondre peut-être aux besoins des brasseurs de Montréal. Donc, il y a des joueurs qui peuvent être complémentaires aussi aux démarches des entreprises. Merci beaucoup. Puis peut-être, j'aimerais te relancer. Des fois, on dirait que c'est plus évident quand on parle de vendre des produits plutôt que des services. Tu as évoqué justement bon, l'économie de partage, les partages de voitures et tout ça, mais au niveau des services, comment on peut voir ça? Est-ce que tu aurais d'autres exemples que tu pourrais nous donner là, plutôt pour justement, si on veut aller plus loin dans l'économie circulaire, pardon, mais qu'on vend des services. Oui, je me suis souvent posé la question parce que c'est vrai que les exemples tournent beaucoup au niveau des produits, là, vraiment quelque chose de concret. Tu sais, si on pense aux services de livraison, par exemple, on peut optimiser nos routes de collecte, former nos chauffeurs à l'éco-conduite pour réduire les gaz à effet de serre. Maintenant, il y a même des outils là, avec l'intelligence artificielle qui peuvent nous permettre peut-être d'optimiser les routes de collecte. Est-ce qu'on peut aussi se mettre avec d'autres entreprises pour éviter de repartir à vide, puis peut-être de transporter autre chose au retour? Fait que ça, c'est plus au niveau peut-être de la livraison. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment il y a des choses qui peuvent être explorées, tu sais, au niveau de l'entretien, par exemple, au niveau de la réparation. Donc, on est moins dans la vente comme telle, mais on est plus dans l'offre d'un service qui vient combler un besoin. Donc, on peut faire du reconditionnement. Donc, tout ça n'est pas nécessairement associé à la vente d'un produit, mais s'inscrit quand même dans l'économie de fonctionnalité. Tu sais, je vois par exemple des commerces de détail, bon, là, eux vendent des produits, mais qui peuvent aussi ajouter un service de réparation ou un service de location. Euh, donc, on n'est pas. Donc, on pourrait l'appeler un service dans ce contexte-là. Mais, merci, Mais ça nous ça donne. reste à réfléchir quand même parce qu'on est beaucoup axé sur les produits, puis je trouve que ta question apporte un point intéressant. Mais merci. Puis effectivement, mais je pense que, en fait, je pense que l'économie circulaire est dans plus d'entreprises qu'on le pense des fois d'entrée de jeu. Donc, merci de nous pister justement vers différentes avenues, puis justement l'aspect de fonctionnalité. Donc, ça, c'est très intéressant. J'aimerais peut-être te relancer sur une autre question parce que justement, ça demande quand même beaucoup de mobilisation de parties prenantes quand on décide de faire le saut puis d'implanter quelque chose, que ce soit autant à l'interne avec nos collègues dans nos pratiques qu'avec des clients ou avec des partenaires commerciaux. Tu as mentionné tout à l'heure qu'avoir des projets pilotes, par exemple, c'est bénéfique pour des partenaires financiers. Comment on peut aborder ce genre de choses-là avec nos partenaires, nos clients? Comment on peut leur présenter nos initiatives? Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques peut-être pour mobiliser les gens autour de ce genre de projet-là, puis s'engager dans la démarche avec eux? Oui, ben, je pense qu'il faut voir toute notre chaîne d'approvisionnement, si on a un conseil d'administration, si on a des actionnaires. Donc, je pense à les consulter assez tôt dans le processus va permettre de les mobiliser, de pouvoir aller recueillir leurs idées, leurs points de vue. Ça ne se fait pas vraiment tout seul, l'économie circulaire. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, là. Ça crée des liens, ça permet de solidifier aussi nos chaînes d'approvisionnement. Euh, Consulter aussi nos employés. Donc, je parle de l'externe, mais aussi à l'interne. Ils ont probablement une vision peut-être des fois un peu différente. Ils peuvent venir enrichir les actions qu'on n'aurait peut-être pas vues autrement. Donc, plus tôt, je pense, on les implique dans la démarche, plus on est transparent, plus on communique, plus je pense on va mobiliser notre monde. Puis ça permet après, ben, quand on leur demande peut-être d'intégrer plus de considérations environnementales, de changer leur comportement, peut-être si on pense à des employés qui vont peut-être être appelés à faire des tâches différentes. Mais si on les a impliqués plus tôt dans la démarche, ils vont s'approprier un petit peu plus c'est quoi, ils vont être plus enclins, je pense, à faire ces changements-là.
autant à l'interne qu'à l'externe. Fait que dans tout processus là, de gestion du changement, je pense que d'aller chercher les avis autant à l'interne qu'à l'externe, c'est une formule gagnante, puis diffuser aussi les résultats, de démontrer la plus-value, même au niveau économique, pas juste environnemental, au niveau social aussi, tout ce que, tu sais, on a vu tantôt la liste des bénéfices, là, ils sont nombreux. Des fois, on peut avoir à faire cette démonstration-là. Regardez les économies qu'on va aller chercher si on va de l'avant. Voici comment votre travail va être plus intéressant aussi. Voici l'impact social ou environnemental que l'entreprise va avoir. Donc, de montrer les retombées potentielles ou celles qu'on est allé chercher par peut-être des pilotes. Ça aussi, ça permet de mobiliser nos troupes, comme on dit. C'est vraiment des excellents points que tu apportes. En fait, je pense que tu as démontré avec la liste de bénéfices qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut mesurer qui sont très concrets, qui peuvent devenir très concrets autant pour des partenaires, des clients que nos collègues. Puis tu as raison, l'économie circulaire, ça ne se fait pas seul, ça fait partie du concept. Donc, je pense que le dialogue, puis aussi d'entendre un peu comment chacun peut contribuer à la réflexion est d'autant plus important. C'est vrai que par exemple, quand on pense aux employés à l'interne, c'est eux qui sont les premiers à travailler avec la matière puis à connaître leurs produits. Donc, définitivement, des belles idées peuvent émerger de là, puis ça peut être très intéressant. Puis j'imagine aussi que des fois, en parlant avec des partenaires ou des fournisseurs, eux peuvent voir aussi la plus-value à travers l'utilisation d'une ressource pour d'autres utilisations, pour d'autres fins. Donc, Oui. le dialogue est d'autant plus important. Puis, je pense que ta liste de bénéfices va être très, très pertinente là, pour les entreprises qui se cherchent peut-être des indicateurs, comment on peut en parler avec des partenaires, des clients. J'aurais peut-être une dernière question pour toi. En fait, j'aimerais savoir, on a parlé bon, des 6 étapes, puis peut-être que se lancer dans un très grand diagnostic ou un plan d'action, des fois, ça fait peur. On se dit, bon, j'ai pas vraiment le temps. Ce serait quoi nos gains rapides? C'est-à-dire, peut-être les premières choses que je pourrais déjà commencer vite, vite là, à me dire, bon, si j'ai juste quelques heures à mettre là-dessus sur une première réflexion, ça serait quoi les premiers gains rapides premières actions que je pourrais poser? Oui, ben, en fait, tu sais, dans le diagnostic un peu, tu sais, de regarder peut-être, sont où nos principaux rejets dans l'entreprise, ou des ressources qui ne sont pas optimisées. Est-ce que, on a des équipements qui sont utilisés, X du temps qu'on pourrait peut-être, offrir à d'autres entreprises puis aller, générer un revenu avec ça, peut-être même des espaces. Donc, peut-être de juste faire un petit portrait, puis de voir, peut-être y aller avec la priorité. Tu sais, ce qui peut-être nous coûte le plus cher, ou ce qu'on a le plus de dépenses, puis de regarder, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer à réfléchir sur cet aspect-là? Ça peut aussi être d'y aller vers la facilité plutôt que vers le volume, là. Peut-être s'attaquer à quelque chose pour lequel on pense déjà trouver une solution plus rapidement. Oui. Parce que d'avoir un quick win, là, un gain rapide va permettre d'encourager un petit peu plus nos équipes aussi. Je parlais tantôt des critères d'approvisionnement, de regarder nos fournisseurs, de regarder qu'est-ce qu'on achète comme bien service. On est tous des consommateurs, là, que ce soit individuellement ou à l'échelle d'une entreprise. Puis peut-être de revoir certains choix. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut louer plutôt qu'acheter aussi. Donc, ça, c'est des petites choses, je pense, qui demandent peut-être pas trop de travail si toute réserve, puis qui peuvent Mhm. peut-être déjà amener des résultats assez concrets là, en peu de temps. Merci. Dans le fond, il y a une belle discussion à avoir avec les gens à la comptabilité ou aux finances de notre organisation. Tu as raison que Oui, des fois, par exemple, ce qu'on peut enfouir ou jeter peut coûter de l'argent. Ce qu'on commande massivement, comment on peut mieux l'utiliser, comment transformer ses dépenses en peut-être en revenus. Donc, c'est des belles premières pistes de réflexion. Puis effectivement, ça peut avoir un impact très concret rapidement aux yeux aussi des autres pour encourager une suite d'une démarche. J'ai reçu une autre question, donc je me permets de la poser. Est-ce que ce serait possible de revenir sur les stratégies de valorisation? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails sur ce que ça implique? mais en fait, l'idée ici, c'est vraiment de produire de l'énergie à partir de matières résiduelles. Donc, il y a toutes sortes de technologies là, qu'on voit apparaître, comme la pyrolyse, la gazéification et tout ça. Donc, on est un petit peu là-dedans, dans cette stratégie-là.
il faut vraiment le voir pour des ressources, des matières pour lesquelles il n'y a pas d'autre avenue possible, là, que le recyclage n'existe pas. Donc, parce qu'une fois qu'on fait de l'énergie, ben, c'est intéressant, ça évite l'enfouissement ou l'incinération, mais on a vraiment transformé radicalement la matière, le produit. Donc, on est vraiment là-dedans. Puis, des fois, on parle aussi de valorisation matière. Là, on pourrait penser, par exemple, à utiliser des matières résiduelles pour faire des chemins d'accès dans les lieux d'enfouissement ou pour les utiliser pour recouvrir les déchets là, à la fin de chaque journée dans les sites d'enfouissement. Donc, ça, c'est plus ce qu'on appelle la valorisation matière. On est vraiment dans des, tu sais, vraiment une des, c'est pas la première stratégie, disons, à regarder, mais s'il n'y a pas eu d'autres avenues possibles avant ça, ben c'est vraiment, c'est un peu ça finalement la valorisation. Là, on parle de surtout produire de l'énergie à partir de matières résiduelles. Mais tout Merci. ça, en fait, les critères restent à définir un peu au niveau gouvernemental, là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas osé en un exemple. Je voulais pas être susciter là, des débats autour de cette stratégie-là. Ça se mériterait un tout autre webinaire. Oui, Donc, oui, parfait. Mais exactement. merci, ça nous apporte quand même une lumière sur le concept. Merci beaucoup. Puis, en fait, c'est ce qui va conclure notre période de questions, mais je te remercie énormément, Hélène, pour cet échange. Puis, je pense que c'est très riche pour nos auditeurs, nos participants qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous en si grand nombre. Puis, j'aimerais vous rappeler, en fait, Hélène a mentionné plusieurs ressources pratiques. On va les ajouter à la boîte à outils Convergence. Vous avez déjà une cinquantaine de ressources qui sont répertoriées dans cette boîte à outils, donc n'hésitez pas à aller la visiter. Également, j'aimerais vous annoncer qu'on a un prochain webinaire qui s'en vient le 20 juin prochain, où on va parler de la mesure de l'empreinte carbone de son entreprise avec l'outil Climate Smart de BMO. Donc, le 20 juin prochain, si vous avez envie de vous inscrire, le lien sera disponible dans les prochaines heures. Et puis, également, je vous invite à écouter nos derniers épisodes de Balado, le Balado S'entretenir, qui présente justement plusieurs entretiens avec des leaders d'affaires, des experts sur la question de la transition de notre économie. Donc, plein de contenus disponibles sur la page de Convergence. Donc, merci encore une fois à tous d'avoir été parmi nous. Merci Hélène pour cette superbe présentation et le partage d'expertise. Puis je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Merci beaucoup. À bientôt.